Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le principe des layers en CSS. C'est un système qui va nous permettre de regrouper nos règles et de mieux contrôler la priorité de nos sélecteurs et de voir quelle règle va être appliquée à quel élément. Alors le principe est plutôt simple. Lorsque l'on va créer une règle, on va avoir la possibilité de la mettre dans un calque particulier. Pour cela, il faudra commencer à utiliser la directive @layer et ensuite on donnera un nom à notre layer. Moi ici, je vais l'appeler global. Ensuite, on va mettre des accolades et à l'intérieur, on va pouvoir mettre du CSS classiquement comme on le ferait en dehors du système de layer. Par exemple, moi dans ma page, j'ai un bouton et je décide que ce bouton aura un background color red. Si je regarde ma page, automatiquement mon bouton est bien rouge. Première remarque qu'on va faire, c'est que tout ce qui est dans un layer a une priorité qui est inférieure à ce qui est en dehors. Par exemple, si je décide ici de changer la couleur du bouton en amont et que je mets un background color par exemple green, on va voir que par défaut, c'est cette couleur-là qui est appliquée. Pourtant, on pourrait se dire que ces sélecteurs ont la même spécificité et que du coup, ça serait la dernière règle qui devrait être appliquée. Pourtant, c'est bien ce background color green qui est appliqué. Et c'est le cas même si notre règle était plus spécifique. Si par exemple mon bouton avait une classe qui s'appelle btn et que je décidais dans mon layer de ne pas cibler via l'élément mais en ciblant en utilisant la classe, ce sera toujours la première règle ici qui l'emportera parce qu'elle n'est pas dans un layer. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir créer d'autres layers. Par exemple, on s'imagine que ça sera dans un nouveau layer qu'on va appeler thème, comme ceci. Dans ce cas-là, il va prendre la seconde règle, ici btn, et il va lui donner la couleur rouge. Et ce, peu importe le niveau de spécificité. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait avoir un sélecteur qui serait moins spécifique, où on utiliserait un tag. Là, on aurait un sélecteur qui est plus spécifique. Si on n'avait pas ce système de layer, on s'attendrait à ce que la couleur de l'élément soit verte. Pourtant, on voit bien que dans notre page, ça continue à rester rouge. Lorsque les règles sont dans des layers, la règle qui est dans le dernier layer qui est utilisé va être nécessairement la plus spécifique. Donc lorsqu'il doit trier, il va voir qu'il y a deux règles qui s'appliquent. Celle-ci est dans le second layer, donc c'est cette règle-là, button, qui l'emporte quoi qu'il arrive, peu importe le niveau de spécificité du sélecteur. Ce qui va être super intéressant, c'est que l'ordre de ces layers peut être changé en amont. Là, en effet, ils sont dans l'ordre de définition. Donc on a d'abord le layer thème, puis ensuite le layer global. Mais ce que vous pouvez faire, c'est écrire @layer, mettre le nom de votre layer, par exemple ici on va mettre global, virgule, le nom de notre layer, mais ne rien mettre à l'intérieur, c'est-à-dire on ne va pas forcément mettre de définition. Pourquoi on va écrire ça? Parce que ça va nous permettre de définir en amont l'ordre de nos calques. Global en premier et thème en second. Si je réactualise ma page, c'est alors la couleur verte qui l'emporte, parce que ça sera nécessairement les règles qui sont définies dans la partie thème qui vont l'emporter, vu qu'elles sont situées en dernier dans l'ordre défini ici. Ça permet aussi de comprendre une chose, une fois qu'un layer a été défini, il peut être réouvert et on peut rajouter des règles à n'importe quel moment. Rien ne m'empêche de créer un nouveau layer qui se réappelle thème et de rajouter des informations à l'intérieur, comme par exemple changer la couleur du body pour mettre un background color qui serait un petit peu plus gris. J'ai tout à fait le droit de réutiliser un layer plus tard et de le réouvrir pour rajouter des informations. Donc l'avantage, c'est qu'on définit en amont l'ordre des calques, et ensuite on rajoute des informations dans ces calques en fonction de la priorité que l'on souhaite donner au sélecteur CSS que l'on va mettre dedans. Un autre point important, c'est la notion de point d'exclamation importante justement. Donc on le sait, en CSS, quand on met un point d'exclamation importante, c'est une règle qui va prendre la priorité sur absolument tout. Mais lorsqu'on utilise des layers, le fonctionnement est un petit peu différent. Alors on va imaginer que ici, j'utilise le même sélecteur partout et j'utilise aussi un sélecteur en dehors même du système de layer. Donc on va mettre un background color et on va mettre yellow. Donc là, par défaut, la règle qui l'emporte, c'est la règle qui se situe en dehors des layers, c'est celle-ci. Maintenant, imaginons que l'on mette un point d'exclamation important ici et on mettra un point d'exclamation important aussi à ce niveau-là. Dans ce cas-là, on voit que le point d'exclamation important au niveau du bouton est ignoré et que c'est celui du premier layer qui l'emporte. Si je mets un autre point d'exclamation ici aussi, ça va devenir rouge. En fait, lorsque vous avez un point d'exclamation, c'est la première règle qui est rencontrée qui va l'emporter. Contrairement à ce que l'on aurait d'habitude, où dans le cadre global, c'est le dernier point d'exclamation important. Si j'avais la même règle, mais on mettrait du bleu, et que j'enlève ce système de layer, c'est effectivement ce bleu qui l'emporte. Par contre, dans le cadre des layers,
Ici, on a défini que c'était le layer global qui était rencontré en premier. C'est cette règle qui est en point d'exclamation importante, donc elle va être plus importante que toutes les autres règles, à la fois les règles qui sont dans des layers qui sont situés après, et à la fois les règles qui sont situées dans des layers en dehors. Alors moi, je trouve que ça peut être plutôt perturbant, et ça rejoint un petit peu le point général. On va éviter de manière générale d'utiliser les points d'exclamation importants en CSS. On le voit, ça crée des effets de bord qui sont un petit peu trop complets. Si vous évitez d'utiliser les points d'exclamation importants, ça réglera le problème en entier et ça sera beaucoup plus pratique. Donc ensuite, on a aussi la possibilité d'imbriquer les layers ensemble. C'est expliqué sur la documentation, mais je vous avouerai que personnellement, j'ai du mal à trouver un cas d'utilisation où ça peut être pertinent. Mais au sein même d'un layer, vous pouvez utiliser des sous-layers pour pouvoir ensuite changer l'ordre. Et vous avez la possibilité de rajouter des propriétés à un layer particulier en utilisant la notation avec un point. C'est assez spécifique, mais c'est toujours intéressant de savoir que c'est là. Alors maintenant, on peut se poser la question, quel est l'intérêt de ce système-là? Finalement, moi, je m'en sors assez bien sans utiliser ce système de calque. À quel moment je vais en avoir besoin? Alors effectivement, si vous vous en sortez sans, ne vous sentez pas obligé de les utiliser. On va dire qu'ils vont être intéressants lorsque vous avez des CSS qui sont relativement gros et que vous avez des problèmes d'organisation pour arriver à spécifier des choses. Alors typiquement, un cas d'utilisation qui peut être intéressant, c'est lorsque l'on va avoir des règles génériques et des règles qui sont utilitaires. Imaginons que mon bouton, je le stylise d'une certaine manière. Je précise que je veux une bordure qui soit solide et je veux peut-être du noir. Je vais mettre un background color qui va être blanc et par défaut, histoire que mon bouton ait quand même une petite apparence, je vais mettre un petit peu de padding. On va mettre un petit peu de padding au-dessus et un peu plus de padding sur les côtés. Voilà, bon, il est absolument énorme, c'est pas très joli. Mais plus tard, je décide de créer des classes utilitaires. Par exemple, je crée une classe P-10 qui va rajouter un padding de 10. Le problème, c'est que mes règles utilitaires étant définies avant le bouton et ayant la même spécificité, cette règle-là, celle qui définit le padding, va venir écraser les choses. Donc si dans mon HTML, je décide de mettre un P-10, il va être complètement ignoré. Donc ça peut être intéressant, si on ne veut pas trop se galérer avec l'ordre des choses, de plutôt se dire, bon, je vais avoir plusieurs calques. Je vais avoir un layer que je vais appeler thème, qui va permettre de styliser vraiment les éléments qui sont spécifiques à mon thème. Et je vais créer aussi un layer, un calque que je vais appeler utilities, qui va me permettre de gérer tous les types utilitaires. Et ce layer-là va être utilisé après coup, parce que c'est lui qui aura la priorité sur tout. Maintenant, je peux définir mon layer utilities. Voilà, donc à l'intérieur, je vais mettre mon padding de 10. Et pour la partie bouton, ma partie bouton, elle va être dans le layer thème. Voilà. Comme ça, hop, si je réactualise, on voit qu'on a bien un padding de 10. Alors, ça ne se voit pas forcément parce que j'ai zoomé, mais c'est bien 10 pixels à la fois sur les côtés et en hauteur, parce que j'ai mis ça dans un système de calque organisé comme je le souhaite. Si j'inspecte mon élément, pour vraiment vous montrer les choses, on voit qu'à ce niveau-là, c'est bien le padding de 10 qui est utilisé, et ce padding-là n'est pas utilisé, et on voit que dans l'inspecteur de code de Chrome, on a bien le système de layer, avec un petit récapitulatif en haut qui vous montre justement l'ordre de nos layers. Un autre cas d'utilisation de ce système de calque, c'est par exemple lorsqu'on utilise une librairie externe et que l'on souhaite écraser des règles, ou même quand on va importer un CSS externe. Donc ce que je vais faire dans mon HTML, c'est que je vais rajouter un btn-primary, vous allez voir où je veux en venir, et dans mon CSS principal, je vais importer Bootstrap. Donc pour rappel, il faut utiliser le @import avant n'importe quelle autre règle. Donc moi, je vais le mettre tout en haut et je vais importer Bootstrap. J'ai donc maintenant mon bouton qui est bleu, mais je décide que dans mon application, tous les boutons ont un background color yellow, et j'utilise un sélecteur qui est volontairement peu spécifique, ce n'est pas pris en compte. C'est logique parce que Bootstrap va venir changer cette règle directement sur le point BTN. Donc cette règle étant moins spécifique, ça rentre en collision. Donc ce que vous faites dans le import, c'est que vous avez la possibilité de spécifier les layers. Donc là, encore une fois, on peut, avant le @import, on a le droit au @layer. On va définir nos calques. Par exemple, on va mettre ici external pour tout ce qui vient de l'extérieur et les thèmes et ce genre de choses. Et ensuite, on mettra notre thème à nous. Maintenant, je vais pouvoir lui dire, à ce niveau-là, je veux que tu importes ça dans le layer qui va s'appeler external. Ma partie button, je vais la mettre dans mon layer, qui est mon layer de thème, celui qui va contenir nos informations spécifiques à notre thème. L'avantage est alors que notre bouton est bien jaune, c'est absolument abominable, parce que la spécificité de ce calque-là est plus importante que celle de external. Donc c'est cette règle-là qui l'emporte, même si finalement notre sélecteur est moins spécifique.
Ça peut aussi être utile de simplement mettre les règles dans un layer. Après, vos règles, vous les laissez en dehors d'un layer, mais vu que les règles qui sont en dehors du layer l'emportent systématiquement sur les règles qui sont dans un calque, du coup, c'est ce bouton-là qui deviendra jaune. Moi, je vous conseillerais plutôt, si vous choisissez de commencer à utiliser ce système de calque, l'utiliser partout, parce qu'après, si vous avez des règles qui se baladent dans le général, c'est un petit peu compliqué. Vous avez aussi la possibilité de déclarer un layer anonyme en utilisant simplement la directive @layer et en ne mettant rien à l'intérieur. L'inconvénient de cette approche, c'est que vous ne contrôlerez pas le nom du calque et du coup vous ne pourrez pas rajouter des règles dedans ni changer son ordre. Donc c'est pas forcément très pratique, si ce n'est pour leur donner une priorité inférieure à celle que vous avez en dehors des calques. Au passage, si vous êtes un utilisateur de Tailwind, il faut savoir que Tailwind utilise aussi ce système de layer. Donc eux, ils ont choisi de les nommer un petit peu particulièrement, mais par défaut, vous allez avoir 3 layers. Vous allez avoir par exemple un layer qui va contenir la base. Ça va être globalement les styles vraiment qu'on en a de manière générique. C'est un petit peu ce que vous pourriez avoir dans un reset par exemple. Vous avez ensuite les CSS qui concernent les composants. Donc là, ça va être des CSS qui vont être un petit peu plus spécifiques. Et en dernier, surtout, les CSS utilitaires qui vont finalement l'emporter et écraser sur toutes les règles. Donc lorsque vous choisissez d'organiser, vous pouvez adopter une structure qui est un peu similaire. Par exemple, tout ce qui est reset, il faut que ça ait la priorité la plus petite, donc c'est ce que vous allez mettre en premier dans vos calques. Ensuite, vous allez avoir tous les layers qui vont correspondre à votre thème. Et ensuite, vous allez rajouter le layer qui correspond à des styles utilitaires où vous voulez que ça l'emporte. Si par exemple demain on s'imagine que vous rajoutez un dark theme par exemple, ça peut être intéressant de rajouter ce dark theme après les composants de base pour pouvoir plus facilement écraser les choses. Ou après carrément les types utilitaires pour écraser les couleurs. Donc après c'est à vous de trouver un bon système d'organisation pour justement bien contrôler la spécificité et la priorité de vos éléments. Donc voilà pour ce système de calque. Encore une fois, je le répète, c'est un système qui est complètement optionnel, dont vous pouvez vous passer, mais qui s'avérera assez utile lorsque vous avez des grosses structures de CSS et que vous voulez plus facilement contrôler la priorité, plutôt que de vous baser simplement sur la spécificité des sélecteurs CSS que vous utilisez. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura permis de comprendre un petit peu ce principe-là. Si jamais vous voyez le @layer, vous saurez maintenant de quoi il en retourne, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!